Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV 19h45, le journal, le principal titre de l'actualité. Le Mali qui bascule entre les mains des militaires. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre arrêtés par des militaires mutins. Très tôt dans la matinée, des coups de feu ont été entendus à Kati, à 15 km de Bamako. Nous ferons le point en début de journal, une fenêtre consacrée à la situation qui prévaut actuellement au Mali. Et dans le reste de l'actualité, nous allons parler de la grogne des greffiers du tribunal Ladjor de Dakar. Ils menacent de paralyser tout le système. Ces travailleurs de la justice évoquent des difficultés de travail très aiguës. Bienvenue à tous. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés par des militaires mutins en début d'après-midi. Ces mêmes militaires lui avaient fixé un ultimatum. IBK avait jusqu'à 14 heures pour quitter le pays et donc le pouvoir. Sans plus attendre, nous retrouvons sur place à Bamako notre correspondant Elhaj Ndour. Bonsoir Elhaj. Oui, bonsoir. Alors, quelles sont les dernières informations sur l'arrestation de IBK, de son Premier ministre et même de son fils, d'après ce qu'on dit? Les dernières informations seraient les remerciements du colonel Malik Diaw, qui a remercié les unités de différents corps de l'armée, dans lesquels il trouve que le président Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Boubou Cissé n'auraient pas pu être arrêtés. Et il a ensuite demandé, parce que là, depuis ce matin, on entendait des tirs, il a ensuite demandé à ces hommes d'arrêter les tirs de sommation, que normalement les tirs devraient être dirigés uniquement contre l'ennemi. Donc ça ne valait pas la peine que les gens continuent toujours les tirs de sommation. Voilà, en grosso modo, donc ce qu'on peut pour l'instant retenir, parce que présentement, le président Ibrahim Boubacar Keïta, beaucoup de généraux et pas mal de ministres aussi sont présentement au camp de Kati. Elhaj Ndour, pour ce qui est de la communauté sénégalaise qui vit au Mali, comment est-ce qu'elle réagit face à ces événements? Bon, vous savez, cette communauté sénégalaise qui est ici au Mali, elle est très sensible à tout ce qui se passe ici au Mali, parce que vous savez, le Sénégal et le Mali, c'est deux corps c'est deux poumons dans un seul corps. Et ce qu'on peut retenir depuis ce matin, malheureusement, l'ambassade du Sénégal au Mali n'a pas pu travailler ce matin. Ils ont demandé à tout le monde d'aller à la maison et de renforcer surtout la sécurité de l'ambassade. Au niveau de la communauté sénégalaise, le président de la communauté sénégalaise vient aussi de faire une déclaration demandant aux Sénégalais de rester calmes et de continuer à prier pour que la paix revienne au Mali. Merci Elhaj Ndour. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Mali et vous suivez cette affaire de très près pour nous. Hassan Gueye est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Hassan. Bonsoir madame. Alors avec vous, nous allons analyser la situation qui prévaut actuellement au Mali voisin. Voilà, il faut dire que tant va la cruche à l'eau, elle finit toujours par se casser. Le Mali est dans un cul de sac touché par une grave forme de malédiction, on peut le dire comme ça. C'est un pays totalement embolisé sans tomber dans l'excès qui ne l'est peut-être plus que de nom, ce pays. Le grand voisin en termes de contenance superficielle est traversé par une succession de crises, les unes plus graves que les autres. Des soldats en colère viennent donc de porter l'estocade en coupant la tête au régime d'IBK. Avant eux, c'est l'imam Diko avec le mouvement du 5 juin qui constituait les principales menaces avec les démonstrations de force qui se faisaient après les prières du vendredi. Cette grave crise socio-politique s'est ajoutée au conflit
intracommunautaire, à tous ces irrédentismes, ainsi qu'au cancer du terrorisme, avec des groupes armés qui pullulent un peu partout et qui contrôlent des no man's land que l'État malien ne peut plus préempter et a fini par abandonner. La nature a horreur du vide, nous avait enseigné depuis l'Antiquité le philosophe Aristote. Donc Ibeka n'aura rien fait de toutes ces années de pouvoir. On sait également que cela fait plusieurs semaines que cette crise sociopolitique mine le Mali. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sortie quand même peu glorieuse pour Ibrahim Boubacar Keïta? Oui, Adama, quelques constats. D'abord, ce qu'il faut relever, c'est que jusqu'à la minute où nous parlons, il n'y a pas d'effusion de sang au Mali, il n'y a pas de violence non plus. Les mutins sont en train, on peut le dire, de réussir leur coup. Il faut seulement souhaiter qu'on ne touche à aucun cheveu du président Ibeka, de son fils, ainsi que du Premier ministre Boubou Cissé et de tous ces notables qui ont été interpellés. Enfin, Ibeka, qu'on a vu ici au Sénégal, c'était à Nguyen lors des obsèques du défunt Ousmane Tanordien. On l'a vu pleurer à chaudes larmes. Il faut donc s'attendre à le voir avec d'autres effusions lacrymales parce qu'il est en train de sortir de l'histoire par la petite porte. Sa page est définitivement tournée. Ibrahim Boubacar Keïta complètement affaibli. Merci beaucoup à Hassan Gueye qui a analysé la situation qui prévaut actuellement au Mali, la réaction ferme de la CEDEAO dès les premières heures qui ont suivi ces événements. Dans un communiqué, elle a appelé les militaires mutins à regagner sans délai leurs casernes. Omar Khan pour la synthèse du communiqué. La réaction de la CEDEAO n'a pas tardé face à la situation qui prévaut au Mali depuis ce matin du 18 août 2020. Dans un communiqué rendu public, la CEDEAO dit suivre avec une grande préoccupation les développements en cours au Mali. Le document fait état d'une mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique déjà très complexe. Cette mutinerie, dit l'organisation sous-régionale, intervient alors que depuis plusieurs mois, elle entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre tous les protagonistes maliens. La CEDEAO appelle ainsi les militaires à regagner sans délai leurs casernes en demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse leur pays, non sans rappeler sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel. L'organisation sous-régionale condamne vigoureusement la tentative en cours et promet de prendre toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel par le rétablissement des institutions démocratiquement élues, conformément aux dispositions de son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, non sans réitérer sa disponibilité à continuer à accompagner les parties prenantes dans leurs efforts pour résoudre la crise en rapport avec les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali. À noter que l'armée va faire une déclaration à 20h sur l'ORTM, évacué depuis ce matin pour des questions de sécurité. Une déclaration à suivre tout à l'heure en direct sur ITV. Retour au Sénégal. Les greffiers du tribunal Lat Diop de Dakar menacent de se mettre en grève. Un cri du cœur exprimé dans la matinée lors d'une conférence de presse. Ils dénoncent des ponctions dans les fonds communs et l'abrogation de décrets qui consacraient un certain nombre d'avantages aux travailleurs de la justice. Adam Assar et Moussa Fall pour le compte-rendu de cette conférence de presse. La cellule syndicale de base de l'Union nationale des travailleurs de la justice, UNTS, du palais de Lat Dior monte au créneau. Ces greffiers qui assurent le service minimum depuis le mouvement de grève de leurs collègues du Sud-Just dénoncent les attitudes du ministre de la Justice. C'est avec regret que le syndicat fut mis en posture de réagir quand l'autorité a subitement décidé, sans aucun motif valable, de la ponction du fonds commun des greffes, de l'abrogation des décrets consacrant un certain nombre d'avantages aux travailleurs de la justice et de l'affectation dans les juridictions d'agents pénitentiaires non qualifiés pour exercer les tâches du greffier. Ce corpus de mesures inappropriées a sonné le glas
en particulier la toute dernière avec l'arrivée de greffiers ad hoc incapables de cerner et d'exercer le métier de greffier qui revêt une certaine complexité. Cette manœuvre constitue une atteinte grave à la respectabilité et à l'honorabilité de la profession du greffier. Des mesures jugées illégales selon ces greffiers. Cette mesure est illégale lorsque le recours au greffier ad hoc, car le recours au greffier ad hoc n'est prévu qu'en matière pénale à travers la codification qui en est faite par les dispositions des articles 72, 218 et 386 du Code de procédure pénale. Le recours ainsi au greffier ad hoc n'est prévu dans aucun autre code de procédure, ce qui constitue une illégalité manifeste dans toutes les audiences hormis celles pénales. C'est pourquoi ces travailleurs de la justice appellent l'État à respecter ses engagements. Usagers du service public de la justice, à la lumière de tous ces événements, la cellule syndicale de base du palais de justice Lat Dior de Dakar affiliée à l'UNTJ, à la suite d'une rencontre tenue le 13 août 2020, appelle le gouvernement à trouver incessamment une solution en procédant sans délai au paiement des primes et à poursuivre les négociations autour des décrets sur le fonds commun et sur la gestion de la carrière des travailleurs de la justice. La cellule syndicale de base de l'Union nationale des travailleurs de la justice UNTS du palais de Lat Dior compte boycotter toutes les audiences à partir du lundi 24 si leurs doléances ne sont pas satisfaites. La bonne gouvernance au menu de l'actualité. Le secrétariat d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance a rendu public ses travaux. Kessendour était sur place compte rendu. Favoriser les sanctions positives. Voilà le cheval de bataille du tout nouveau secrétariat d'État en charge de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Chaque année, la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics font perdre 100 milliards de francs CFA au Sénégal et donc aux contribuables. Et s'il revient à l'OFNAC de traquer les corrompus, les services de Momodou Salih Sow ont décidé de prendre le contre-pied et de tenter d'inspirer les jeunes. Je veux me battre pour promouvoir la sanction positive, c'est-à-dire montrer en exemple ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions passées et présentes, ont bien géré nos deniers publics, pour faire de la sanction positive un levier de la promotion de la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les partenaires sur la mise en place d'un prix dédié à la bonne gouvernance afin de récompenser chaque année les personnes physiques et morales qui se sont illustrées dans la bonne gestion des affaires publiques. Depuis 2018, les services de Momodou Salih Sow tentent de mettre en place une stratégie nationale. Et pour faire en sorte que les populations s'approprient le combat pour les droits humains, il était essentiel de les mettre au cœur du processus. Nous avons constaté parfois qu'au niveau des instances internationales de promotion et de protection des droits humains, que le Sénégal présentait son rapport, que les organisations de la société civile présentaient un rapport contradictoire. Nous avons estimé que, comme nous tous, nous nous occupons de la même chose, il serait préférable qu'on fasse un seul rapport pour que dans ce rapport, que le Sénégal, l'État du Sénégal, accepte les manquements qui ont été relevés par les organisations de la société civile et que aussi que la société civile accepte les réalisations qui ont été faites par le Sénégal. Si de gros progrès restent à faire en termes de lutte contre la corruption ou contre la malgouvernance, le Sénégal fait tout de même office d'exemple en matière notamment de transparence où il occupe la 4e place continentale ou encore en matière de démocratie où il arrive à se glisser au 8e rang. Espérons que la nomenclature actuellement en cours de finition permettra aux populations de profiter pleinement de ces avancées dans les prochaines années. Désengorger les prisons est aussi signe de bonne gouvernance. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance salue les efforts de l'État du Sénégal avec la récente introduction du bracelet électronique. Momodou Salih Sow répond à Kessendour. L'innovation majeure que
nous venons en tout cas de mettre en place, remercier et féliciter le garde des Sceaux, c'est la surveillance électronique. Cette surveillance électronique permet non seulement de désengorger les prisons, de maîtriser la population carcérale, mais aussi de faire en sorte que les conditions des détenus soient des conditions dignes. Mais enfin, permet aussi de faciliter le travail des agents de l'administration pénitentiaire. Parce que, comme vous le savez, il y a eu déjà des modes d'aménagement, parce qu'en droit, on parle de mode d'aménagement des peines. Il y avait eu auparavant des modes d'aménagement des peines. Et le constat, c'est que ces modes d'aménagement des peines n'ont pas été beaucoup appliqués. Et qu'il fallait mettre en place un système plus souple, plus léger, qu'est le bracelet électronique, pour permettre non seulement à certains détenus de les éviter les longues détentions, mais aussi pour certains qui se trouvent être malades ou qui sont très âgés, pour les permettre quand même de rester à la maison en bénéficiant de ce bracelet électronique. Et nous parlons à présent de l'enseignement supérieur. Les amicales des étudiants de l'UCAD mettent en garde contre la reprise des cours, d'ailleurs prévue ce 1er septembre dans toutes les universités publiques du Sénégal. Ces étudiants soutiennent que les conditions sanitaires sont loin d'être au point. Leur porte-parole, interrogé par Abdourahmane Ly, a également souligné la question du paiement des bourses. Il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Faye. Aujourd'hui, nous sommes à 12 jours de la reprise et nous constatons que l'essentiel de ces dispositions prises-là tarde à se concrétiser. Donc, il s'agit entre autres de la désinfection régulière des campus, aussi bien sociaux que pédagogiques, de l'assainissement de l'environnement universitaire dans sa globalité, du désherbage des facultés qui aujourd'hui, dès que vous y allez, vous voyez les herbes pousser comme ce n'est pas possible, mais également des conditions qui pourraient permettre aux étudiants, une fois malades, de pouvoir se soigner au niveau du service médical qui aujourd'hui est en défaut de capacité par rapport au nombre d'étudiants qui siègent au niveau de l'université. Si toutefois ces dispositions ne sont pas prises, il n'y aura pas d'ouverture, en tout cas comme le voudra l'autorité. Et nous, représentants étudiants, nous ne voulons pas d'une ouverture mornée. Mais si ces dispositions ne sont pas prises, eh bien nous assisterons bien sûr à une ouverture mornée. Mais également, en dehors de ces questions, il y a des questions préjudicielles, à savoir la question des bourses d'étudiants, qui aujourd'hui sont confrontés à énormément de difficultés, et dues en grande partie à l'Ecobank qui traite mal les étudiants, donc qui, pour ne pas dire, ne les respecte pas. Nous exigeons qu'il y ait des interlocuteurs franches par rapport à Ecobank, parce que aussi à chaque fois les représentants d'étudiants se démêlent avec la direction des bourses pour avoir les états des étudiants à temps, pour s'assurer que les étudiants sont boursiers, et à chaque fois pour percevoir ce qui leur est dû, les étudiants doivent cravacher avec l'Ecobank. À cela s'ajoutent les difficultés par rapport aux réclamations. Le bulletin santé du jour, pas de décès signalé, 68 tests effectués sont revenus positifs. Les 41 sont des cas contacts et les 25 restants des cas issus de la transmission communautaire. Notez également 2 cas importés signalés à l'aéroport international Blaise, à l'aéroport de Diass. Le directeur des arts nous parle de l'impact dévastateur de la pandémie sur leurs activités. Abdoulaye Koundoul décrit un effet de tsunami et plaide pour un accompagnement des artistes pour une meilleure relance du secteur des arts et de la culture. Adama Sarr l'a interrogé. C'est un secteur qui est pratiquement à l'arrêt et avec maintenant toutes les conséquences que vous imaginez pour des gens qui vivaient au jour le jour, pour des gens qui étaient adossés sur une économie quand même très très précaire. L'État a dans un premier temps donc donné une enveloppe de 3 milliards qui a été intégralement distribuée, mais on pensait très bien qu'on allait reprendre. Donc la difficulté est encore là. L'enveloppe est certes consistante, mais au regard des personnes qui devaient en bénéficier, vous voyez, finalement, on se retrouve avec des sommes qui sont quand même assez modestes. Il y a lieu maintenant de voir comment rendre encore beaucoup plus résilients les acteurs avant de penser à la relance. La relance, il faut peut-être commencer à réfléchir là-dessus. Les réflexions sont déjà lancées, mais la difficulté, comme je vous le dis, c'est de tenir. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve le secteur.
Parlant d'accompagnement, l'État avait dégagé un montant destiné à compenser les pertes dans le monde des arts. Cependant, l'artiste comédien Abdou Aziz Gueye déplore des failles dans l'organisation de ce financement. Toujours au micro de Adam Assar, il recommande de décentraliser les structures de gestion actuellement concentrées à Dakar. Je vous propose de l'écouter. Moi, je salue le geste, mais ceci montre quelque part que c'est l'argent du contribuable, l'argent est là. Mais ça ne suffit pas, parce que certains artistes ont souffert de vraiment cette répartition. Par exemple, nous qui sommes dans les régions, on n'a pas compris en 2-3 jours comment on peut rassembler tous les documents qui ont été demandés pour pouvoir se présenter à Dakar ou le faire de façon virtuelle, laisser toute une activité sur place pour pouvoir se présenter et recevoir quelque chose qui semble être constant. Ce n'est pas normal. Il faut que l'État puisse répertorier, réorienter davantage les secteurs pour qu'au moins, de pareils cas, si cela se présente, que l'artiste puisse d'abord s'identifier, être autonome et vivre dignement de son métier. Voilà pourquoi je fustige vraiment l'attitude aujourd'hui d'organisation qui n'a pas permis vraiment, en tout cas à tous les artistes, de pouvoir loger à la même enseigne. La régionale n'est pas encore effective. Tout se fait à Dakar, ce n'est pas normal. Plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées au port autonome de Dakar. Ce produit est au MOL 3. Le haut commandant du port rassure que ce produit sera bientôt évacué et son propriétaire est déjà mis en demeure. Et je rappelle que le nitrate d'ammonium a causé l'explosion au port de Beyrouth au Liban il y a quelques semaines. Boubacar Dian, Seydina Mbaye nous en parle. Sous ces bâches, plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium. Et oui, du nitrate d'ammonium, la fameuse substance qui est à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth. Ce produit est entreposé au MOL 3, le port malien à Dakar. La quantité, on était au départ à 3050 tonnes. 3050 tonnes. Dans les 3050 tonnes, il y a déjà 350 tonnes qui ont été évacuées. Le propriétaire de la cargaison, X-Logs, a été mis en demeure sans délai d'enlever cette cargaison du port de Dakar. Il est en train de... Il a trouvé déjà un site à Diamniadio. Il travaille avec le ministère de l'Environnement pour avoir l'agrément pour enlever cette cargaison pour ce site-là. Même si ce produit est entreposé ici, les autorités du port ont conscience du danger. Ce qui est arrivé au Liban est une situation qui préoccupe tout le monde entier. Tout le monde entier en ce sens que c'est une situation aujourd'hui qui a engendré beaucoup de dégâts humains et matériels assez importants. À cet effet, le port autonome de Dakar a pris un certain nombre de mesures dans la gestion des marchandises dangereuses. Le port de Dakar n'a pas attendu que cette situation survienne dans un port pour prendre le taureau par les cornes. Je vous montre en face des hangars qui sont en train d'être démolis. Le directeur général du port, quand il prenait la décision, ce n'est pas suite à l'explosion. La décision est prise de retirer ça hangar aux différents ammoniateurs, de les démolir de manière à faire des espaces de terre-plein. Tout cela rentre dans le cadre de cette gestion des marchandises dangereuses. 2 commissions sont ainsi mises en place. Le nitrate d'ammonium banni du port de Dakar. La décision de ne plus entreposer du nitrate d'ammonium à l'intérieur du port, ça c'est la première mesure. La mise en place de 2 commissions, une commission qui va travailler sur le plan terrestre et une autre commission qui va travailler sur le plan maritime. Avec la prise de ces mesures de sécurité, le port autonome de Dakar se veut un port viable où la sécurité est le maître mot.
Merci beaucoup Boubacar Dieng. Et dans le reste de l'actualité, cette interrogation: qui n'a pas entendu parler de TikTok, cette application mobile de partage de vidéos qui rend accro les jeunes, notamment 1,5 milliard de téléchargements dans le monde. Playback, chorégraphie, prévention, comédie, tout y passe. Et avec la crise sanitaire, beaucoup de jeunes Sénégalais ont rejoint le Move. Reportage Matar Nguer, Souleymane Meng. Est-ce que xam ngeen ne AVC am na rakk bu ñuy naan AIT? Tu le savais pas? TikTok, le réseau social du moment. Avec la crise sanitaire du coronavirus, ses utilisateurs se sont multipliés. Étudiante en 6e année de médecine, Maïmouna Ndour a une chaîne TikTok. J'ai remarqué qu'en ce moment, les gens sont plus actifs sur TikTok et je me suis dit pourquoi pas ne pas utiliser TikTok. C'est plus facile pour partager les messages, pour télécharger les contenus, alors que par exemple pour Facebook, tu as besoin de télécharger une application pour pouvoir télécharger les vidéos, alors que pour TikTok c'est plus facile. Elle fait de la prévention. Tout a commencé avec mes débuts de stage. En allant à l'hôpital, j'ai remarqué qu'il y a des patients ou des accompagnants qui n'arrivent pas à acheter les médicaments pour leurs malades. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas faire de la prévention pour aider les gens. Plus de 70 000 utilisateurs sont abonnés à sa chaîne. Parfois, ce sont eux qui lui proposent les sujets. Ma dernière vidéo sur l'AIT, il y a un de mes followers qui m'a contacté via mon numéro de business pour me parler des signes que j'ai développés sur l'AIT. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo. Peut-être ça va aider d'autres gens qui ont déjà traversé ça. Mao et Ibra forment une équipe, tous étudiants avec la crise sanitaire. Ils se sont reconvertis en TikTokers. Il y avait un moment où tout le monde était sur TikTok. Les gens parlaient de TikTok. Tu voyais des vidéos, on mettait TikTok. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas se lancer sur TikTok. La comédie, leur choix. Je suis une personne comique. Déjà, naturellement, moi, je suis comme ça. Les gens qui me connaissent savent que Mao, c'est une personne, voilà, c'est une personne très, très ouverte. Voilà, très, très, très comique, si je peux dire. Hein. TikTok envisage de rémunérer les grands influenceurs. Pour eux, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne idée parce que parfois pour faire une vidéo, ça demande du temps. Des fois tu regardes ce que tu dois dire, tu supprimes, tu refais. Donc pourquoi pas ne pas payer les gens qui font les vidéos. On se fatigue. Donc voilà, on donne tout le meilleur de nous donc, pour faire rire aux gens. Donc tout travail mérite salaire. Donc je pense que c'est une bonne idée. Hein? Créé en 2016 par la société chinoise ByteDance, le réseau draine près de 2 milliards d'utilisateurs. Un succès qui ne cesse de gonfler, faisant d'elle la deuxième application la plus téléchargée en 2019, derrière WhatsApp. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous. Vous pourrez suivre la déclaration de l'armée malienne sur l'ORTM. Ça sera en direct également sur ITV. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour un autre journal. Bonsoir.